Malcolm X, black. Marcus Garvey, black. Barack Obama, black. Bill Clinton, black. How you think about that? How a leap of great, some of the greatest people in African history document that. So free up black people, live up black people. Are you not jail or someone feel like people? Mental shackles and chain in the brain, them trap people. So free up black people, free up black people. Dans la première partie, je parlerai donc de Harriet Tubman, qui est très souvent considérée comme une afro-américaine, mais dont une bonne partie des actions et de la vie se sont passées au Canada, notamment dans le sud de l'Ontario. Ensuite, dans la deuxième partie, ce sera William Hall, qui fut l'un des premiers afro-néo-écossais, afro-canadiens à avoir obtenu la prestigieuse médaille de la Croix de Victoria dans les années 1850. Alors, pour ce qui est de Harriet Tubman, je vais commencer par lire une de ses citations qui était en anglais mais traduite en français. Elle dit « J'ai grandi comme une mauvaise herbe négligée, ignorant la liberté et n'ayant aucune expérience. Ensuite, je n'étais ni heureuse ni contente. Chaque fois que je voyais un blanc, j'avais peur d'être emportée. Mes deux sœurs ont été amenées et vendues au propriétaire d'une plantation de coton dans le sud des États-Unis. L'une d'elles a laissé 2 enfants. Nous étions toujours inquiets. Maintenant, je suis libre. Je sais que c'est une condition épouvantable. J'ai vu des centaines d'esclaves en fuite, mais j'en ai vu un qui soit prêt. Mais je n'ai jamais vu un qui soit prêt à revenir à être esclave. Je n'ai pas eu l'occasion de voir mes amis sur ma terre natale. Nous préférions rester dans notre pays natal, mais si nous pouvions y être aussi libres qu'ici. Je pense que l'esclavage est la prochaine chose à l'enfer. Si une personne en envoyait une autre en esclavage, il me semble qu'il serait assez méchant pour l'envoyer en enfer. Donc c'est une traduction de sa citation qui est l'original en anglais. Donc c'est un petit témoignage de Harriet Tubman sur sa condition d'esclave qui en dit long sur les souffrances qu'elle a vécues et que sans doute tous les esclaves aussi ont dû subir, notamment dans le contexte qu'il s'agit ici, le sud des États-Unis. Une fois donc l'esclavage aboli au Canada, en 1833, un mouvement donc prend de l'ampleur, celui d'esclaves qui voulaient quitter les États-Unis pour aller vivre au Canada et retrouver la liberté. Ils passaient par ce que nous appelons le chemin de fer secret ou clandestin, le fameux Underground Railroad qui a existé jusqu'à la guerre civile américaine en 1865. Donc, une fois arrivé au Canada, pays où l'esclavage donc était aboli, Harriet est devenue une femme libre. Mais être libre ne voulait pas dire aussi avoir vaincu tous les défis et les obstacles. Mais Harriet ne pouvait pas rester indifférente au sort que subissaient ses semblables dans le sud des États-Unis. C'est ainsi qu'armée de courage, de détermination et de valeur, Harriet Tubman décide ou bien consacre le restant donc de sa vie au combat pour aider les siens à retrouver la liberté en s'installant dans le Haut-Canada. Afin de rentrer donc aux États-Unis et d'aller amener des esclaves, il va mettre en place un certain nombre de stratégies dont nous allons y revenir. Mais avant cela, il est important de rappeler qui est-elle, sa jeunesse, qu'est-ce qui l'a conduit à arriver en Ontario. Donc, elle est surnommée la Moïse noire en Amérique du Nord parce que comme Moïse dans la Bible,
qui aurait conduit donc le peuple juif hors de l'esclavage. Harriet Tubman a sauvé des centaines de personnes afro-descendants ou d'esclaves africains de l'esclavage dans le sud des États-Unis en les faisant retrouver la liberté au Canada. Elle serait née entre 1820 et 1825, mais les sources mentionnent 1820, sous le nom d'Aramita Rose. Sa date de naissance n'est pas réellement donc unanime, mais 1820, c'est la date qui est le plus partagée. Alors, on sait aussi qu'elle est née comme esclave dans le Maryland et que ses ancêtres avaient été capturés en Afrique et vendus comme esclaves en Amérique. Les sources d'archives la font venir de l'Afrique de l'Ouest, dans l'actuel Ghana, et de la Côte d'Ivoire, en tout cas de l'ancien empire devenu royaume, Ashanti. Donc, c'est un peuple, elle appartient au peuple Ashanti. Elle est née dans un contexte où l'esclavage connaissait une forte hausse dans le sud aussi des États-Unis. En effet, vers le XVIIIe siècle, la demande de main-d'œuvre avait augmenté avec l'invasion de l'engreneuse à coton, une machine qui facilitait la production. Le prix de cette denrée baissait alors que la demande augmentait. Comme l'a si bien précisé dans son témoignage, Benjamin Drow, qui a consacré donc quelques écrits sur Harriet Tubman, elle affirme que Harriet Tubman a passé une enfance malheureuse, douloureuse, traumatisante par le fait que ses sœurs ont été amenées et vendues aux propriétaires d'une plantation de coton dans le sud des États-Unis. L'une d'elles a laissé 2 enfants jeunes. Comme tous les esclaves, donc, Harriet a subi beaucoup de violences physiques et psychologiques au Maryland. D'après les témoignages qu'elle a laissés, son enfance a été écourtée lorsqu'elle fut embauchée en tout cas, dès l'âge de 5 ans, elle devait s'occuper d'un nourrisson. C'était son premier travail, entre guillemets, parmi tant d'autres, loin de sa mère. Donc Minty, comme on l'appelle aussi, était beaucoup trop jeune pour assumer une telle responsabilité. Elle se souvient avoir été de garde la nuit pour s'assurer que le bébé ne pleure pas, etc. Donc ça montre également des souffrances liées à ce passage d'esclavage domestique. Vers l'âge de 8 ans, elle fut engagée dans une autre maison. Un jour que ses maîtres se disputaient, elle prit un morceau de sucre qu'elle n'avait jamais goûté. Sa maîtresse l'a découvert et craignant le châtiment, elle s'est enfuie. Pendant 3 jours, elle a trouvé refuge dans une porcherie où elle a dû rivaliser avec des porcs pour des restes de nourriture. Plus tard dans sa vie, elle a décrit cette période comme celle d'un enfant gravement négligé. À l'âge de 12 ans, Harriet était considérée comme suffisamment forte pour travailler dans les champs. Elle exerçait pour un homme nommé Barrett et Harriet Tubman préférait le dur travail physique dans la plantation plutôt que de faire la besogne domestique et d'être soumise à une femme blanche donc qui la commandait. À cette époque, au début de son adolescence, elle s'intéressait de plus en plus à la religion, à la foi chrétienne, et donc sa croyance commença à s'intensifier. Harriet a subi des coups brutaux de la part de son maître et le régime sévère du système esclavagiste. On raconte qu'un jour, alors qu'elle était dans l'épicerie, Harriet a repéré un esclave qui cherchait à s'enfuir. Son contremaître était sur le point de l'affronter alors qu'il tentait de s'échapper du magasin. Harriet se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant le chemin du contremaître pour donner à l'esclave suffisamment de temps pour s'échapper. Le surveillant venait de ramasser un poids de métal lourd sur le comptoir. Donc c'est Harriet qui ramassait et le pointait sur l'esclave. Donc, mais à la place de l'esclave, ce métal frappa Harriet à la tête. Des années plus tard, donc, elle se souvient de ce terrible épisode. Et ça lui a mis aussi des traumatismes. Devenue adulte et notamment dans la vingtaine, Harriet
n'avait qu'une idée en tête, se libérer de l'asservissement et aider ses semblables. À partir de ce moment, elle se positionne et agit comme une résistante, une vraie Amazone qui a vécu les pires souffrances et une hantise permanente de se faire enrôler comme esclave. Sa vie entière est un livre qui témoigne de la cruauté du système donc esclavagiste et surtout son engagement aussi farouche pour la libération des esclaves au sud des États-Unis. Donc, elle peut être considérée comme une freedom seeker, une chercheuse de liberté, que la littérature esclavagiste appelle les fugitifs, entre guillemets, parce que fugitif est un terme péjoratif qui renvoie à des gens qui ont commis des crimes, alors qu'ici, il s'agit de gens qui cherchent la liberté. En 1849, Harriet Tubman prend la ferme décision de fuir le Maryland. Elle laisse derrière elle son mari, John Tubman, affranchi 5 ans auparavant, ses parents, ses soeurs et frères. Mais elle n'est pas partie pour les abandonner à jamais. Au contraire, elle voulait mobiliser des moyens et des personnes pour aider donc, sa famille, sa communauté à sortir de l'esclavage. Comme elle l'affirme elle-même, « My people must go free ». Donc, les miens doivent être libres. Ce refrain constant suggère une détermination peu commune, même chez les esclaves les plus militants. L'année 1850 allait être déterminante dans le combat d'Harriet. L'afflux d'esclaves noirs vers le nord des États-Unis et au Canada a été tellement important qu'il finit par inquiéter les propriétaires esclavagistes du Sud. Ces derniers, à travers donc, le Fugitive Slave Act, demandèrent aux autorités nordistes de renvoyer les esclaves en fuite à leurs propriétaires, une façon de freiner leur volonté d'aller vivre au Canada. C'est dans ce contexte d'empêchement des candidats au départ vers la terre promise, donc l'actuel Canada, qui était appelé terre promise, où est-ce qu'on pouvait y aller et devenir libre, que le Congrès américain a tendance donc sur lui émettre le Fugitive Slave Act en 1850. À partir de ce moment, tous les shérifs avaient l'obligation d'arrêter les fuyards partout sur le territoire et les mettre à leurs propriétaires. Donc les remettre à leurs propriétaires. La loi imposait également des peines sévères, pouvant aller de 6 mois de prison jusqu'à $1000 d'amende pour les contrevenants reconnus coupables d'avoir porté secours à un fugitif. Ce n'est pas connaître suffisamment la courageuse Harriet Tubman. Il en fallait beaucoup plus que cela pour l'arrêter. À partir de ce moment, Harriet se mit totalement au service des esclaves noirs et prit son courage à deux mains en effectuant plusieurs voyages dans le sud des États-Unis et revenant au Canada avec à chaque fois donc des esclaves, des chercheurs de liberté. Pour concrétiser sa mission, Harriet s'appuya sur un certain nombre de choses. D'abord, le pistolet acquis sans doute les abolitionnistes à ses côtés et sa foi en Dieu. Elle n'hésitait pas à utiliser le pistolet pour se défendre, mais c'était aussi un symbole pour instruire les esclaves, indiquant clairement donc, que les nègres morts ne racontent pas d'histoire, entre guillemets. Les esclaves timides semblaient trouver de la veillance en la présence de Harriet. Personne ne l'a jamais donc trahi. Elle a affirmé sa foi en Dieu dans sa déclaration. « J'ai toujours dit à Dieu, je suis prête à te regarder et tu dois me voir à travers toi, disait-elle. » Malgré l'arsenal juridique pour dissuader les chercheurs de liberté, des bonnes volontés ont maintenu leur soutien pour encourager les esclaves à fuir le Sud. C'est le cas donc d'Harriet, mais aussi appuyé par des religieux comme les Quakers pendant les années 1850 pour permettre à un grand nombre d'esclaves de trouver la liberté. Harriet en personne s'est rendue donc 19 fois dans le sud des États-Unis pour aider les esclaves à regagner le Canada, donc où c'est sa base arrière. Elle-même, donc, en tant que défenseur de la communauté noire, avait ce projet à cœur. Elle a réussi à faire venir au Canada, dit-on, environ 300 esclaves noirs. Sa tête fut mise à prix par des propriétaires d'esclaves sudistes pour une somme de $40,000 pour quiconque l'attraperait, mais elle ne fut jamais capturée. Donc ça, c'est Velma Carter et Lovra Carter dans leur livre sorti en 1993 qui en parle.
Harriet aurait même intensifié sa lutte en acceptant de collaborer avec John Brown en 1858 pour planifier son raid sur Harper's Ferry. John Brown était une des figures de proue du mouvement abolitionniste aux États-Unis à la veille de la guerre de sécession. Contrairement à de nombreux militants anti-esclavagistes, il n'était pas pacifiste. Il croyait en une action forte et violente contre les propriétaires d'esclaves et tous les fonctionnaires du gouvernement qui autorisaient ce système odieux. John avait les moyens pour porter un tel combat. Il était riche, c'était un entrepreneur qui dirigeait des tanneries, des entreprises de commerce de bétail avant la crise économique des années 1830-39. John Brown s'impliqua fortement dans le mouvement abolitionniste à la suite du meurtre brutal du ministre presbytérien et militant anti-esclavagiste Elijah Lovejoy en 1837. Il disait à l'époque, « Ici devant Dieu, en présence de ces témoins, à partir de ce temps, je consacre ma vie à la destruction de l'esclavage. » Une telle personne était un allié de taille pour Harriet Tubman. Les deux se sont rencontrés au Canada où Harriet lui a dit tout ce qu'elle savait du chemin de fer clandestin dans l'Est. Le conseiller sur la zone dans laquelle il fallait opérer. Harriet promit donc de porter secours aux esclaves chercheurs de liberté de la région. L'admiration de Brown était incommensurable et il voulait qu'elle l'accompagne lors du raid. Harriet Tubman avait prévu d'être présente, mais elle tomba malade à ce moment et elle n'a pas pu participer. Malgré le déclenchement de la guerre civile entre le nord et le sud des États-Unis, dont l'abolition de l'esclavage était une des principales conséquences, le combat d'Harriet ne s'arrêta pas. Ses services en tant qu'infirmière, éclaireur et espionne ont été sollicités par le gouvernement de l'Union. Pendant plus de 3 ans, elle soigna des malades et des blessés en Floride et dans les Carolines, s'occupant des Noirs et des Blancs aussi, des soldats et des contrebandiers. Par son aspect physique, Harriet Tubman était une personne de petite taille, sans trait distinctif, mais avec un cœur de géant, une personne que rien ne faisait désormais peur dans ce monde. Avec un bandana sur la tête et plusieurs dents devant manquantes, elle passa inaperçue à travers le territoire rebelle. Cela la rendait inestimable en tant qu'éclaireur et espionne sous le commandement du colonel James Montgomery des 2nd Carolina Volunteers. En tant que chef d'un corps de Noirs locaux, Harriet fit plusieurs incursions dans de 10 territoires rebelles, recueillant des informations. Parfaitement au courant de l'emplacement des entrepôts de coton, des dépôts de munitions et des esclaves attendant d'être libérés, Harriet se rendit très utile au colonel Montgomery qui effectua plusieurs raids dans les zones côtières du Sud. Elle ouvrit la voie lors de la célèbre expédition de la rivière Combahee en 1863. Harriet n'attendait rien en retour pour cet ouvrage. Elle n'a pas été payée que $200, plus que $200 sur cette période de 3 ans et a dû subvenir à ses besoins en vendant des tartes, du pain et des épices. Après la guerre civile américaine, Harriet retourna à Auburn, à New York, où elle continua à assister les Noirs à se forger une nouvelle vie en toute liberté. Elle s'occupa de ses parents et d'autres membres de sa famille nécessités, transformant sa résidence en une Home for Indigent and Aged Negroes, donc une maison pour des personnes noires, indigents et âgées. Le manque d'argent demeurait un problème urgent et elle finançait la maison en vendant des exemplaires de sa biographie et en prononçant un discours assez populaire. Son apparition le plus mémorable a eu lieu lors de la réunion d'organisation de la National Association of Colored Women en 1887 à Washington, D.C. 2 générations se sont réunies pour célébrer la force des femmes noires et poursuivre leur lutte pour la vie, la dignité et le respect de leurs membres. Harriet Tubman était donc la plus âgée des membres présents et était l'incarnation de la force de leur combat.
Malgré son âge avancé, elle n'a rien perdu de sa détermination et de sa volonté de libérer les siens. De l'oppression mentale, du manque d'instruction, de la pauvreté, mais aussi de l'absence de droit. On peut donc la qualifier une vraie dame de fer, une dame de fer plus encore dame de fer que Margaret Thatcher par exemple. Harriet Tubman a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans. En tout cas, elle est décédée en 1913, donc à New York, aux États-Unis. Elle a laissé donc derrière elle un héritage assez intéressant. Le legs de Harriet Tubman est immense. Impossible de mentionner tout son héritage, mais le premier qu'il faut mentionner concernant son legs, c'est sur le plan moral, spirituel et historique. Car, comme on le dit, dans les civilisations et les sociétés ont besoin de repères moraux, spirituels, de repères historiques aussi, pour leur construction, pour construire leur identité collective. Alors donc c'est une partie de l'héritage de cette dame indomptable qui est fondée donc sur le principe donc suivant: peu importe les risques que vous affrontiez, continuez votre chemin. Donc pour dire que elle avait des objectifs. Elle a fixé des buts et des objectifs qui étaient toujours clairs et réalisables, même si beaucoup autour d'elle pensaient que les visées étaient hors de portée. Harriet Tubman a toujours su qu'elle pouvait les atteindre. En même temps qu'elle n'a jamais fait de petits pas sûrs par peur de l'échec, elle effectuait des pas de géant à chaque défi auquel elle était confrontée, et elle réussit là où beaucoup d'autres avaient échoué. En menant les esclaves vers la liberté, Harriet Tubman ne tolérait pas l'échec, car elle savait que si elle échouait, c'est la victoire de l'ignoble système esclavagiste. C'est pourquoi elle s'est montrée très rigoureuse avec les esclaves qui cherchaient à se libérer. Si l'un d'eux voulait démissionner et opérer un demi-tour, Harriet faisait tout pour l'en dissuader, car elle savait que tout esclave de retour était une cible parfaite pour les propriétaires dans leur traque contre les fuyards et les abolitionnistes. Elle disait aux esclaves souvent effrayés que sur son chemin de fer clandestin, elle n'a jamais fait dérailler son train. Elle n'a jamais perdu un passager. Avec cette force morale et cette persévérance et ce courage, Harriet a contribué à la mise en place du mouvement de revendication des droits civiques et de la lutte contre le racisme et de toutes sortes de discriminations fondées sur la différence de la couleur de peau ou autre chose en Amérique du Nord. Un autre héritage de Harriet, c'est celui d'être décrite comme une femme réconciliatrice dotée d'une capacité à forger des alliances entre les afro-descendants, mais aussi les populations d'Amérique d'origine européenne, donc les Blancs, à une époque d'opposition incompréhensible. Le grand Booker T. Washington a dit de Harriet Tubman: elle a réuni les deux races. Pendant son séjour en 1887, la ségrégation avait été officiellement sanctionnée dans l'affaire historique de la Cour suprême des États-Unis, Plessy against Ferguson. La liberté qu'elle cherchait n'était donc pas encore acquise. Les alliances qu'elle a développées avec de nombreux Canadiens d'origine européenne, Américains d'origine européenne la distinguaient à bien des égards des Noirs et des Blancs radicaux de son époque. Harriet Tubman est véritablement un symbole de tolérance et de pardon. Au cours de sa vie, elle avait rêvé qu'un jour tous les hommes de toutes leurs couleurs se réuniraient et ne feraient qu'un. Le fameux « I have a dream » de Martin Luther King s'est exprimé d'abord chez Harriet Tubman avant qu'il ne soit rendu populaire par le militant activiste américain dans son célèbre texte lors de la marche sur Washington. Harriet Tubman n'aura peut-être jamais imaginé qu'elle ferait plus pour y parvenir qu'elle n'aurait jamais rêvé. L'héritage de Harriet est en nous tous. À sa mort en 1913, l'effusion de condoléances a atteint toutes les lignes, a dépassé toutes les frontières raciales, ethniques, les divisions économiques et du monde entier. C'était vraiment un événement remarquable à une époque aussi remarquable.
Aujourd'hui, Harriet Tubman est connue dans la littérature américaine et même mondiale. Elle fait l'objet de plusieurs livres, articles et conférences en Amérique du Nord et d'ailleurs ailleurs dans le monde. Harriet Tubman a été immortalisée par le cinéma de Hollywood. Le film Harriet de 2019 mettant en vedette Cynthia Erivo dans le rôle de Harriet Tubman a relaté la vie de Tubman depuis son premier mariage grâce à son service libérant les esclaves. Erivo a été nominé pour un Oscar, un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award pour son rôle. Les actions visant à rendre Harriet Tubman plus connue et plus perpétuée ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Par exemple, en 2020, lorsque Joe Biden a été élu, il réalisa un acte assez fort en officialisant que l'effigie de la brave dame, donc Harriet Tubman, sur le billet de $20 est désormais acquise. En 2016, le Trésor américain avait annoncé que l'image de Harriet Tubman remplacerait celle de l'ancien président et propriétaire d'esclaves Andrew Jackson sur le billet de $20. La secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin, qui a servi sous le président Trump, a annoncé plus tard que le nouveau projet de loi serait reporté au moins jusqu'en 2026. En janvier 2021, l'administration Biden a donc annoncé qu'elle accélérait le processus de conception. Enfin, notons qu'Harriet Tubman est l'éponyme de nombreux lieux de réalisation célèbres en Amérique du Nord. Le navire Liberty de la Seconde Guerre mondiale porte son nom. Le SS Harriet Tubman. L'esclave du Maryland, la conductrice du chemin de fer secret, celle qui a vécu 1000 et une souffrances dans sa vie, aujourd'hui une icône nord-américaine et mondiale. Elle est comblée d'éloges par les plus grands de ce monde, des écrivains, des intellectuels, des historiens et des cinéastes. L'abolitionniste John Brown a appelé Harriet Tubman le général Tubman pour ses capacités innées à conduire des esclaves vers la liberté. En 1897, la reine Victoria d'Angleterre, ayant entendu parler des réalisations de Harriet Tubman, lui avait décerné une médaille d'argent, une lettre d'accommodement, une allocation en espèces et un châle en soie qu'elle portait fièrement. Le gouverneur et sénateur américain William Seward de l'État de New York a écrit à propos de son amie Harriet Tubman: « Je la connais depuis longtemps et elle est un esprit noble et élevé. Ou plus vrai, habite rarement sous forme humaine. » Les associations d'Harriet Tubman avec certaines personnes les plus puissantes du gouvernement et du secteur privé américain étaient vraiment étonnantes. C'est en hommage à son courage et à sa détermination qu'il a eu accès aux riches et aux puissants. Mais au fur et à mesure que sa réputation se répandit grâce à son travail, elle devint, à son grand étonnement, une figure majeure de la culture américaine. Alors, pour finir avec l'histoire de Harriet Tubman, donc rappelons que Harriet Tubman sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais elle a toujours cru en elle, gardé espoir et compris qu'elle avait un rôle à jouer dans la destruction du système qui n'accordait aucune importance aux personnes noires. La longue vie de Harriet Tubman est un livre à ciel ouvert. Harriet doit beaucoup nous inspirer et nous guider tous les jours dans notre volonté de voir un monde meilleur. Bien que Harriet Tubman ait passé la plus grande partie de son temps aux États-Unis et que la communauté noire de ce pays s'est appropriée de son personnage, de son héritage, et en a fait une icône dans la lutte pour les droits civiques, il faut rappeler qu'elle est aussi canadienne. C'est au Canada qu'elle a réalisé les plus brillantes de ses actions, qu'elle s'est reconstruite et a donné vie et espoir à des centaines de personnes à qui on avait nié et privé la dignité humaine. Harriet Tubman doit à ce titre être considérée comme une héroïne canadienne que nous devons aussi célébrer et perpétuer l'histoire en tant que Canadiens. C'est pour cette raison que nous l'avons donc incluse dans nos recherches sur l'histoire des grandes personnalités afrodescendantes au Canada. Donc ceci marque la fin sur Tubman. Il y a beaucoup de livres sur elle. Par exemple, Sarah Bradford a écrit Harriet, the Moses of Her People.
Ellen Connor, Harriet Tubman ou bien Dorothy Sterling. We are your sister, black women in the 19th century. Il y a aussi des articles et des sites sur elle. Donc j'en parle dans mon livre, L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada 1604-1945. Merci.